Et on est parti. Ok, donc aujourd'hui, donc on se voit donc pour la session donc sur la configuration de Docker. Donc on avait mis en place il y a 15 jours maintenant sur le repository GitLab. Donc on va partir d'une config que j'utilise un petit peu tout le temps. On va la modifier un petit peu puisqu'on aura certains besoins particuliers. Donc pour le petit rappel, la configuration Docker donc qu'on avait mis en place, du coup, qu'on avait demandé il y a 15 jours, donc c'était d'avoir le suivi de qualité par DevTrack et PHP Stan, donc, qui seront installés juste après, d'avoir le suivi de performance par Blackfire, d'utiliser Docker Compose donc pour l'orchestration des containers, et j'ai oublié de mettre Docker Swarm du coup pour la production, puisqu'on n'utilisera pas Kubernetes pour le moment. On utilisera Docker Swarm qui fonctionne de la même manière, mais qui est natif du coup à Docker. On avait PHP 7, donc on sera sur la dernière version avec Composer, toujours pareil sur la dernière version. Symfony 4, donc que j'ai déjà initialisé. MySQL pour l'environnement de développement, PostgreSQL pour la production, SQLite pour l'environnement de test. Donc ça sera uniquement pour PHP Unit, BIAT, ainsi de suite, ainsi de suite. JavaScript, donc en version vanilla, avec soit polymère, soit Vue, donc pour le front-end. Donc ça sera pour tout le contenu dynamique, ainsi de suite. Nginx, du coup, pour le serveur, HTTP, donc à la place d'Apache, parce qu'on va essayer de faire des trucs performants. Blackfire pour le suivi de performance, donc ça c'était déjà noté, et Node.js avec soit NPM, soit Yarn, donc pour le contenu front-end. Ok. Est-ce que déjà là-dessus, il y a des questions? J'en profite. C'est tout bon pour tout le monde. Alors, je crois que ouais, ça c'était tout bon. Alors par contre, j'ai pas moyen d'avoir une fenêtre un poil plus grande, là, parce que j'en ai la moitié qui ont sauté en bas de la page. Non, c'est tout bon. Il voudra pas. Bon, tant pis. Ok, donc pas de questions, pareil. On est tout bon? Ok, nickel. Donc pour cette config-là, donc je vous ai mis le repository Symfony donc déjà en place, donc sur master. Je viens de le pusher tout à l'heure, hein, donc il est à jour. Premier commit, donc pour les commits, on suivra les conventions Angular, pour ceux qui ne s'en serviraient pas déjà. Si vous n'en servez pas, regardez-les, c'est hyper important. Donc du coup, on se servira de ça pour créer nos commits. C'est pour ça que j'ai commencé avec cette partie-là. Donc, j'ai le repository en local, normalement, si je retrouve mon terminal quelque part. Il est ici. Donc, j'ai fait un simple skeleton classique avec Symfony. Donc, il y a juste Flex, le cache, les polyfills, la console, le routing, HTTP Foundation, l'Event Dispatcher. Voilà. Ça, normalement, ça ne devrait pas vous surprendre. C'est une configuration classique. Donc, ça tourne par défaut là avec juste PHP. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Et je vais l'ouvrir du coup dans PHP Stand. Donc je vais faire un open, je l'ai mis là je crois, hop, là, là et là. Donc je vais l'ouvrir dans la nouvelle fenêtre, je vais activer le plugin Symfony, même si on s'en servira pas aujourd'hui, c'est juste au moins pour l'avoir. Et donc, en structure classique, vous avez une structure Symfony, passe-partout, ça ne devrait pas vous surprendre. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont surpris par la configuration, par l'architecture? J'en profite avant d'aller plus loin. Déjà des questions là-dessus? Non? C'est tout bon? Ok. Là, c'est tout bon. Nickel. Donc, on va mettre en place donc Docker. Donc, pour Docker, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on va utiliser Docker Compose, donc pour l'orchestration de nos containers. Qui s'est déjà servi de Docker avec notamment Docker Compose? Donc, Romain, Anne-Marie, Laurent, Alexandre, il s'en est pas servi. Jonathan non plus. Maël non plus, je crois pas qu'on l'ait vu. Non. Ok, c'était ça. Ok, nickel. Donc Docker, pour ceux qui s'en seraient pas déjà servis, c'est un système du coup de containers, donc qui vous permet d'encapsuler votre application dans un petit container, donc comme dans les bateaux avec des containers directement. Vous mettez votre application à l'intérieur et votre application doit pouvoir fonctionner sans être forcément liée aux autres containers. Donc l'idée ici, c'est qu'on va avoir donc plusieurs containers. Je vais reprendre l'issue du coup qu'on avait la dernière fois. Donc, en pratique, on essaie d'avoir au maximum un container par besoin. Donc là, en termes de besoin, on a PHP, on a MySQL, Postgre, SQLite. Alors, SQLite qui sera intégré directement sur PHP, puisque c'est une extension. On aura un composant pour on aura un container pour notre JS, un container pour Nginx et un container pour Blackfire. Ce sont des besoins séparés. On pourrait tout à fait faire la relation entre PHP 7 et Nginx sur un seul et même container. Il faudrait utiliser Supervisor pour pouvoir le faire. Mais nous, on va essayer de se rapprocher au plus près d'une architecture propre au sein de Docker et avoir un container par besoin. Donc, si vous ne connaissez pas Docker, je vous invite à lire la documentation déjà. Sinon, à regarder la vidéo qu'on avait fait il y a maintenant un petit mois, si je dis pas de bêtises, sur Docker. Pour ceux qui sont déjà au fait, on va pouvoir attaquer directement. Donc,
pour commencer, nous, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va essayer de suivre les bonnes pratiques au maximum. Donc, à savoir, garder les images très légères, très petites pour que ce soit facile à maintenir. Utiliser Docker Swarm, donc ça, on va s'en servir pour la production. Et utiliser un environnement de CI/CD, donc ça sera notamment GitLab, pour vérifier nos images, les builder, les push, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça sera important du coup pour tout ce qui est production, puisqu'on va s'en servir pour le déployer automatiquement. Donc, on va commencer directement. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier Docker, où là, on va mettre toutes nos configurations pour Docker. Donc, ça va contenir la configuration pour PHP, la configuration pour Nginx, la configuration pour Node.js, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à l'intérieur, on aura les PHP ini, les nginx.conf, le conf pour le projet, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais commencer par créer donc, plusieurs dossiers. Donc, PHP, on va créer un dossier, donc, Nginx. Je vais essayer de l'épeler. Ah, ouais. Donc, si je crée un fichier, ça va pas le faire. Hop. Donc, je vais créer un dossier, Nginx, directement. On va créer aussi un dossier pour Node.js, puisqu'on va le séparer de PHP. Et là, on a notre configuration. Donc, au sein de PHP, comme j'en ai parlé, on va utiliser une configuration à part, pour le PHP ini notamment. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont eu des soucis avec les PHP ini, notamment pour les uploads de fichiers, l'optimisation de mémoire, les performances, ainsi de suite. Donc nous, on va le découper, on va créer notre propre configuration pour PHP. Comme ça sera plus simple à faire évoluer. Donc, PHP, un fichier conf. Node.js, pour le moment, on n'aura rien, puisqu'on aura juste le Dockerfile. Et Nginx, on va créer donc plusieurs sous-dossiers. Donc, on va utiliser conf pour tous nos vhosts. Et on va utiliser un fichier qu'on mettra à la base, qui contiendra notre configuration globale pour Nginx. Donc, au sein de conf, on va pouvoir créer deux sous-dossiers, production et development. Hop, c'était pas un PHP file, c'était celui-là. Development, directement. Voilà. Donc là, sur l'architecture, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment pour découper les fichiers. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. C'est juste pour que ce soit facile et que vous puissiez facilement vous y retrouver. Donc, pour pouvoir lancer Docker, on va d'abord créer un Dockerfile à la racine du projet. Donc, un Dockerfile qui s'appelle Dockerfile, hein, pour ceux qui ne s'en seraient pas déjà servis. Donc, un Dockerfile, pour ceux qui auraient suivi la session sur Docker, donc c'est là qu'on va mettre nos instructions pour tout ce qui est PHP. Puisque là, c'est l'image pour PHP. On va faire en sorte d'avoir une image la plus proche possible de notre production. Ça, c'est important. Ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite quand on va déployer du coup, notre environnement Docker. Et on va essayer d'installer tout ce dont on a besoin. Donc, pour ça, j'ai déjà une image toute prête que j'ai ici. Donc, je vais juste la copier. Comme ça, on pourra directement s'en servir ici et ici. Juste, Guillaume, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Si on doit installer Xdebug, on peut le mettre ici aussi ou pas? Tu peux le faire dans le Dockerfile. C'est même recommandé, puisque tu le fais du coup directement à la construction de ton container. Tu ne reviens pas dessus. Ok. Voilà. De mémoire, tu peux le faire avec Docker PHP Ext install ou enable, je crois qu'il est activé aussi, et notamment lui dire Xdebug, il le fera tout seul. Ok, ça marche. Bon, moi, je vais le faire. Parce que ça évite de l'installer sur ta machine. En prod, c'est un peu le bordel suivant les environnements. C'est ça. D'autant que sur PHP Storm, alors il faut regarder la configuration, mais tu peux le lier directement entre ton container et PHP Storm pour avoir les sorties automatiques sur PHP Storm. Ouais, après, t'as plus simple aussi quand tu le lances avec... Enfin, plus simple que PHP Storm, c'est le lancer quand tu le lances avec le serveur PHP. Ouais. Tu peux le lier aussi... Ah oui, mais ça marchera pas avec Docker. Ouais, Ouais. C'est pour ça qu'il faut mieux le lier sur PHP Storm, puisque du coup, il remonte automatiquement, il te ressort les erreurs. Yes. C'est pratique. Ok, ça marche. Bon, moi, je vais regarder ça. Voilà. Donc, le Dockerfile, donc on va le parcourir ensemble, pour que vous compreniez bien du coup tout ce qui est fait. Donc, vous avez la première instruction, donc qui est l'image de base, qui est ici PHP FPM en version Alpine, parce qu'elle est très légère. Si vous regardez sur le hub de Docker, alors, pensez toujours à utiliser un maximum les images Alpine. Ça, c'est hyper important, parce qu'elles sont beaucoup plus légères que les autres. Donc, vous allez beaucoup plus vite en termes de téléchargement. Donc, si on regarde PHP FPM Alpine, alors elle doit être par là. Tac, 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 FPM Alpine. Voilà, elle est là. Donc, FPM Alpine, donc Alpine est une distribution Linux un petit peu à part. Il y a pas mal de dépendances qui sont désinstallées. Vous avez que le strict nécessaire d'installer à l'intérieur. Donc, par défaut, c'est une image Alpine classique. PHP est installé. Vous avez le PHP inidir, ainsi de suite, qui sont installés. Il n'y a aucune différence là-dessus. C'est un PHP classique. Si ce n'est que là, il est en FPM, donc on pourra configurer un petit peu plus loin certaines options. Donc ici, je prends la décision de ne pas choisir une version en particulier,
puisque là, on est sur 7.2.8, donc on va partir directement sur la dernière version. Donc c'est pour ça qu'on met un from et qu'on met directement fpm-alpine. On ne spécifie pas de version, c'est pas la peine. On se sert directement de la dernière, elle fonctionne, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça tourne très bien en prod et en développement, autant s'en servir. La petite subtilité ici, que certains n'ont peut-être pas encore utilisé, c'est de lui mettre un alias quand vous faites un build. Je vais revenir dessus quand on fera le Docker Compose. L'idée ici, c'est qu'en fait, Docker, quand il va construire votre image, il va pouvoir lui donner un alias directement. Donc là, on va l'appeler base, puisque ça va être l'image par défaut. Et on va pouvoir s'en servir pour reconstruire derrière quand on buildera pour la production. Donc là, on va lui dire par défaut cette image, voilà à quoi elle ressemble. Donc elle fera tout ça jusqu'ici. Et quand on voudra construire la production, on fera un from base, puisqu'on est dans le même fichier, et on pourra rajouter de la configuration ou supprimer de la configuration pour notre production. Donc ça, c'est plutôt pratique, ça permet d'aller plus vite. Et comme ça, vous n'avez qu'un seul Dockerfile pour votre développement, votre production. C'est plus simple. Donc, la deuxième clé, on a le env workpath, donc qui va permettre de définir une variable d'environnement dans Docker. Donc ici, on ne va pas l'appeler market reminder, mais on va l'appeler SFP pour Symfony Practice. Donc là, c'est juste définir une variable d'environnement. C'est comme vous l'avez dans le point env, notamment sur Symfony. L'idée, c'est juste de lui dire, je te donne une valeur, et là, on va définir en fait le dossier dans lequel on va aller stocker le projet. Directement. Ça permettra d'aller plus vite. Donc ensuite, on a un run, un in6, donc qui va nous installer pas mal de dépendances. On va utiliser ici iku donc pour tout ce qui est traitement de fichiers, ainsi de suite. PostgreSQL pour le développement. GNU, donc ça peut être sur certaines dépendances, on va en avoir besoin. GraphViz, donc ça va être notamment pour si on utilise le composant Workflow, on va sûrement s'en servir. Make, parce qu'on va sûrement faire du makefile avec. Autoconf, ça c'est PHP. Git, parce qu'on sait jamais, ça peut servir. Zlibdev, donc ça va être pour tout ce qui est zip, ainsi de suite. Curl, parce qu'on va en avoir besoin pour certains appels. Chromium, c'est uniquement si vous faites des tests navigateurs au sein de votre container. Vous pouvez l'installer sur Alpine. Et Go, on va s'en servir. On va l'installer directement dans le container PHP parce que on va utiliser une librairie qui va permettre de créer des certificats HTTPS en local. Donc ça va être plutôt pratique. On se servira de Go puisqu'on va l'installer de cette manière-là. Ça viendra après dans une autre session. C'est pas pour celle-là. Donc ensuite, on va configurer PostgreSQL directement. Donc on va passer par l'utilitaire PHP au sein de Docker. Donc ça nous permet de configurer une extension PHP au sein de Docker. On lui dit, voilà, je veux utiliser PostgreSQL et on lui dit où le stocker dans le container. C'est plutôt pratique. On fait la même chose, mais là, on va installer des extensions. Donc, le zip, l'intl, PDO, PGSQL, parce qu'il n'est pas installé par défaut. Pareil pour MySQL, Opcache. Donc, ça va être pour la gestion du cache PHP. JSON, ça, on va s'en servir pour lire les fichiers JSON. PDO, PGSQL. Alors, il y a deux fois, du coup. Je me suis trompé. PGSQL, puisqu'on en a besoin à part. Et MySQLi, au cas où, normalement, on ne devrait pas s'en servir. Ensuite, on utilise le gestionnaire de dépendance interne PHP, donc pour tout ce qui est extension PHP. Donc on va installer APCU, même si on ne va pas s'en servir directement, et Redis. Donc ça sera pour les optimisations de requêtes en BDD. On fera du cache là-dessus, et on fera aussi du cache sur des attributs, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour finir sur cette ligne-là, on active directement APCU, MySQLi et Redis. Donc ça, c'est juste pour que ce soit activé, que les extensions soient automatiquement enclenchées, qu'on n'ait pas à les configurer dans le php.ini. Donc ensuite, on va aller faire une copie du php.ini qu'on aura créé dans le dossier conf. Donc on va pouvoir le faire directement maintenant, hein, comme ça ce sera fait. Ici. Donc le php.ini, qui ne l'a pas déjà ouvert, ce qu'on utilise en local. Normalement, tout le monde s'en est déjà servi au moins une fois. Ouais. Ok. Donc le PHP, hop là, je me suis trompé, et voilà. J'ai le clic foireux, le fasse. Donc le PHP-ini, donc c'est votre fichier de configuration pour PHP, c'est là que vous allez configurer toutes les clés internes de PHP. Il y a une petite config qu'on mettra en place, qui est optimisée pour le développement, et on en aura une pour la production, directement. Donc ici, on fait juste une copie, on va aller le positionner dans le dossier PHP sur l'image Alpine, comme ça on pourra avoir notre propre configuration. Ensuite, on va définir une nouvelle variable d'environnement, donc pour Composer, pour autoriser l'usage de Composer en tant que super user, notamment en tant que root, ainsi de suite. Ça va nous permettre de ne pas avoir à chaque fois à taper root, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va pouvoir s'en servir. Donc on peut la définir en haut, ça pose pas de souci. Vous pourrez définir en début de fichier, ça va plus vite. Donc ici on fait une petite manipulation un peu particulière. On va appeler l'image Composer. Donc il y a une image Composer sur le hub PHP, donc notamment ici.
On peut chercher le Composer. Voilà, c'est une image officielle, hein, donc c'est la vraie librairie Composer. Directement, donc vous pouvez vous en servir. L'idée ici, c'est qu'en fait, on va aller copier l'exécutable Composer depuis l'image Composer. Donc comme ça va nous permettre d'aller plus vite. On n'aura pas à l'installer par un téléchargement PHP-R, ainsi de suite. On a juste à copier depuis l'image et on va le mettre dans le dossier Composer de notre image. Comme ça, on y a accès, il n'y a aucun souci, on n'a pas à revenir dessus. Donc, ensuite, là, c'est une partie un peu plus touffue déjà. On va installer Blackfire, puisqu'on va s'en servir du coup pour les analyses de qualité. Et on va installer notamment aussi Blackfire Player, donc, qui est le crawler qu'on a sur Blackfire, qui remplace un petit peu le crawler que vous pouvez avoir sur Symfony par le bridge PHP Unit, qui là est un crawler complètement séparé de votre code. Vous avez plus de documentation ici sur blackfire.io. Ici, voilà, Blackfire Player, donc qui est un crawler directement et qui vous permet par des petits fichiers blackfire.bkf de faire un système de navigation sur votre site et de voir du coup si ça se passe bien. Donc ça, on s'en servira du coup pour faire un petit suivi là-dessus. Donc là, il y a juste une installation du coup des extensions Blackfire, donc on s'en sert notamment sur les versions Alpine. On installe juste les versions, ça c'est Blackfire qui le dit. La configuration là, elle n'est pas beaucoup modifiée, c'est directement la configuration de Blackfire. Vous pouvez le regarder ici si vous en avez besoin. Donc là, c'est documenté directement, vous pouvez vous en servir, il n'y a pas de souci. Moi. Donc ensuite, on va installer PHP CS Fixer pour respecter tout ce qui est PSR, ainsi de suite, et DebtTrack. Donc DebtTrack est un outil CenturyLabs qui permet de regarder notamment la découpe du code, donc qui est fait par CenturyLabs DE, et qui vous permet de voir un petit peu votre découpe, savoir voilà, si vous respectez bien, si les classes ne sont pas liées les unes avec les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça sera notamment pratique pour s'assurer que par exemple un contrôleur n'appelle pas directement une entité, que un form handler par exemple n'appelle pas directement, je sais pas, l'entity manager, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça sera plutôt pratique. On s'en servir du coup pour suivre le découpage de notre code. Donc, PHP Size Fixer, ça vous connaissez. Normalement, il n'y a pas de différence. Ensuite, il y a quelques commandes un peu particulières. Donc, on va créer le dossier où on va stocker le projet. On va faire, au cas où, une suppression sur les vendors, puisqu'on en aura sûrement besoin. On fait un listing pour voir si ça s'est bien passé. On crée les dossiers var cache, var log, var sessions. Ça, c'est à l'avance. Ça peut poser des problèmes. Sinon, quand on va copier le code, ça peut poser des soucis. On donne les droits et les accès sur les dossiers TMP et var. Ça va être pratique du coup pour tout ce qui est commande, cache, ainsi de suite. On lui dit, je veux que tu travailles automatiquement dans ce dossier-là. Donc, par défaut, Docker se lancera dans ce dossier-là, sur l'image. On va lui dire, je copie donc tout ce qui est ici dans le container, donc dans le workdir, automatiquement. Docker va prendre ce qu'on a en local et le mettre dans le container. Ça, c'est plutôt pratique. On va mettre en exposition le port 9000, donc ça c'est pour que PHP puisse se lancer, et on lui dit par défaut, tu tournes avec la commande php-fpl. Ça c'est pour que PHP puisse s'exécuter et qu'on puisse l'appeler notamment quand on sera sur Nginx pour pouvoir s'en servir. Ok. Est-ce que déjà là, il y a des questions? J'en profite. Normalement, pour ceux qui ont déjà vu Docker, ça ne devrait pas vous surprendre plus que ça. Pour les autres, pas de questions particulières? Non? Ok. Donc, en fin de fichier, on a juste une petite configuration donc, sur l'environnement de production. Là, pour le moment, on n'a que ça. Donc, on appelle l'image par défaut, donc qui est tout ce qu'on vient de builder. Et on va juste faire une petite différence, c'est qu'au lieu de copier le php-conf, php-ini, on va copier celui pour la production. Donc ici, on pourrait copier ici, on pourrait créer un nouveau dossier, production, ici, et on crée, hop là. Oh. php.ini. Voilà. Comme ça, on a les deux fichiers, ils sont directement en place et on les configurera tout à l'heure. Donc là, on a un Dockerfile classique pour PHP, ça tournera, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le Dockerfile pour notre JS. Donc ça va s'en servir aussi. Donc c'est toujours pareil, j'en ai un à l'avance, comme ça va plus vite. Donc celui sur Node.js, c'est un simple Dockerfile. Alors il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, hein, vous ne vous attendez pas à des miracles. Voilà, tac, ici, hop, et on copie. Voilà. Donc ici, on utilise Node directement, donc en version 8. Alors pourquoi pas la dernière version? Tout simplement parce qu'il y a des fois certains bugs, avec notamment l'usage de yarn, ainsi de suite, ça peut poser quelques problèmes. Donc là, on utilise la version 8, parce qu'on n'a pas forcément besoin en plus de certaines fonctionnalités sur les dernières versions. On va créer un dossier user app, enfin user src app. Donc c'est lui qui contiendra
tout notre code JavaScript et on va lui dire, par défaut, tu vas tourner à l'intérieur. Donc, si vous voulez le faire de manière différente, vous pouvez créer une variable d'environnement, vous l'appelez workpath, par exemple, vous lui donnez en valeur /user/src/app, et vous lui dites ici, par exemple, donc on va lui passer -p pour qu'il crée au cas où, workpath, alors il ne fait pas le raccourci, j'espère que je ne vais pas tromper sur la commande, non, c'était celui-là, workpath, et donc là on pourrait lui dire $workpath. Voilà. Ça vous permet. J'ai juste encore une question, Guillaume. Juste pourquoi Node 8 et pas le 10? Pour la compatibilité ou... Ouais, parce qu'il y a certains soucis de compatibilité, notamment avec Yarn. J'ai eu quelques problèmes, notamment là-dessus, sur l'installation de certaines librairies. Donc c'est pour ça que j'utilise la 8, parce qu'elle passe partout. Okay. Après, il faudrait regarder sur les dernières versions. C'est une excellente C'est la 10, mais je suis pas sûr qu'ils aient... Je saurais pas te dire, mais Node, je sais pas. Ouais, ils sont 10.7. Il faudrait regarder si elle passe. En plus, il y a une version Alpine. Bon, là, dans l'idée, c'est juste pour avoir la simplicité là-dessus. Non, mais je me doutais que c'est des compatibilités, mais je demande quand même parce que voilà, c'était juste... Là, c'est juste vraiment un souci de compatibilité que j'ai eu avec certaines librairies, notamment Yarn. Il y a certains problèmes sur des appels dans les repositories pour télécharger les... Et puis, il y a un module installé aussi, je crois, de base. Excellent. Module N ou je sais pas quoi, là. Enfin, il y a un truc... Excellente question. Il faudrait le regarder. Alors, peut-être qu'il y a eu des modifications qui le font fonctionner. Là, pour le moment, ça a l'air de la 8. Okay. Mais je regarderai si jamais ça passe. Voilà. Ça marche. Donc là, simple Node.js, on va pas s'en servir pour faire grand-chose, on va pas créer des serveurs HTTP avec, on va juste s'en servir pour installer les dépendances, notamment Encore, Polymer, Vue, ainsi de suite. Il n'y a rien de différent là-dessus. Donc là, il y a une simple config, vous pouvez vous en servir, il n'y a pas de souci. Et là, on a notre Dockerfile donc pour Node.js. Donc celui-là, il est en place, PHP, il est en place, les PHP ini, ils viendront après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les fichiers de configuration pour Nginx. Donc, par défaut, on va mettre ici dans Development, on va l'appeler sfp.conf. Voilà, directement. Donc là, c'est toujours pareil, j'ai les fichiers de configuration tout prêts. En plus, Nginx, ils ne sont pas super fun à mettre en place. Donc ici, hop, je vais le copier à l'avance. Voilà. Ici, on va changer le dossier, puisque c'est le dossier SFP qui va se mettre en place. Donc là, par défaut, il n'y a pas de serveur name, on n'en mettra pas. Vous pouvez en définir un quand vous êtes en développement. Ça vous permet d'avoir une URL un peu plus jolie que localhost quelque chose. Donc on va lui dire que par défaut, il va dans le dossier var3wsfp/public, qui est notre dossier public Symfony. On essaie d'accéder, quoi qu'il arrive, à index.php, en lui passant, quoi qu'il arrive, des arguments. Pour la prod, c'est pareil. On va lui dire, alors ici, on va juste changer le port, ça ne sera pas 9000 pour moi, mais ça sera 9500, parce que j'ai déjà PHP sur le 9000, donc on va changer ici aussi, 9500. Voilà. Donc là, c'est juste pour qu'il aille chercher PHP FPM, il n'y a pas de différence. Il fera la régulation tout seul avec Docker pour aller chercher le container. On n'a rien à lui dire en particulier. On va chercher les fichiers PHP, on inclut la configuration CGI, on va chercher le script par défaut, le document route pour qu'il se débrouille. On lui dit que tous les autres fichiers PHP par défaut renvoient une 404 et le error et access log. Donc ça va être pour avoir les fichiers de log et d'erreur. Donc ici, on va les appeler SFP directement. Voilà. Dans le dossier Nginx, on va aussi créer un dossier log. Comme ça, on aura les logs Nginx qui remontent automatiquement. Donc ça sera plutôt pratique. Là, on avait un développement. Donc, je vais juste regarder s'il n'y avait pas de différence avec la prod. Donc, je me suis trompé, c'était pas bon. Tac, qu'est-ce qu'il y avait de différent? Alors, attendre celui-là. Donc, celui-là, il ira là. Donc, sfp.conf. Voilà. Ici, hop là, voilà. Donc là, on a juste une petite nuance. Bon, il n'y a pas grand-chose de différent, mais on a un petit client max body size qui nous permet du coup de bloquer notamment tous les corps qui sont envoyés dans une requête. Au-delà de 5 mégas, Nginx refusera du coup d'envoyer la requête et il nous renverra une 400 brouette. Donc ça, c'est notamment pratique quand vous faites de l'upload de fichiers. Limitez toujours la taille de vos fichiers, au moins côté serveur. Ça vous évite de planter le serveur PHP. Et puis, ça vous permet du coup de faire une vérification en amont. Donc là, il n'y a pas grand-chose de différent. Je vais juste le relancer ici. Et donc, comme production, ça sera le même. On va définir le même ici. Voilà. Comme ça, production, on le sait. On bloquera du coup toute cette partie-là. Donc, on a nos deux fichiers de configuration principaux. On va prendre le dernier donc, qui est lié à Nginx en lui-même. Donc là, c'est pareil. Hop, on prend celui-là et on va définir. Je crois que j'avais mis
core dans le dossier. Donc core, on va le clic foireux, nginx.conf, donc qui est un simple fichier de config nginx. On fait une entrée, et donc là, ça va nous permettre de configurer la configuration globale d'Nginx, donc notamment les workers, les includes, donc ça, ce sont pour les types, ainsi de suite. On a toujours pareil la configuration sur la taille, les octestreams, les logs, donc notamment ce qui se passe derrière, les statuts, le fait de pouvoir envoyer des fichiers, les zips, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est plutôt de la configuration classique. Je vous laisserai regarder du coup la configuration Nginx si vous avez des questions. Donc là, on a Nginx qui est en place. Donc on a configuré les fichiers de configuration. Les logs, ils s'ajouteront automatiquement quand on aura le Docker Compose. Et c'est ce qu'on va regarder du coup dans la suite. Donc le Docker Compose. Donc vous avez un fichier Docker Compose.yaml. Alors vous ne faites pas avoir, il n'y a pas le A normalement. Je ne dis pas de bêtises. Ça peut poser souci. Alors, je sais que c'est en YAML, c'est pas toujours fun parce qu'on a des erreurs d'indentation. Mais ça, vous pouvez le regarder. Il y a notamment des outils pour les vérifier en ligne. Donc, je vais le copier directement. De quoi est-ce qu'on n'a pas besoin? Ben là, on a besoin de tout sauf varnish. Donc, je vais l'enlever directement ici. Voilà. Donc, le Docker Compose, on va y aller progressivement. Donc, en priorité, on définit une version. Donc pour le Docker Compose, il y a plusieurs versions. En fonction de la version, vous avez ou pas certaines fonctionnalités sur votre Docker Compose. Donc notamment, bon là on verra ici quand on sera dessus, mais il y a certaines clés qui ne sont pas disponibles en dessous de certaines versions. Donc on définit ensuite des services, donc qui vont être nos containers. Hein. C'est nommé sous la forme de services. On leur donne un nom principal qui sera utilisé quand Docker sera exécuté. On peut leur donner un nom de container. Alors je vais revenir sur cette syntaxe-là après, mais l'idée ici, c'est que vous auriez pu l'appeler par exemple Toto_PHP-FPM, hein, ça pose pas de souci. L'idée, c'est juste de donner un nom particulier, c'est plus simple quand vous le recherchez dans la ligne de commande, parce que sinon, il va vous générer un nom aléatoire, c'est pas forcément parlant. Donc, la petite syntaxe ici avec le $ accolade le nom d'une variable, en fait, ce sont des variables qu'on va pouvoir définir dans le point env, qui est ici. Docker va pouvoir s'en servir, charger les variables et remplacer, en fait, c'est un placeholder, remplacer du coup les valeurs par celles qu'on aura définies dans le point env. La petite utilité ici sur PHP-FPM, c'est qu'on utilise la clé build, puisqu'on va aller chercher le Dockerfile. On lui donne le contexte. Alors, le contexte, ça lui permet juste de signaler où est le Dockerfile. Donc, par défaut, il est à la racine. Et on lui donne une cible, donc une target. Alors, l'idée de la target, en fait, c'est juste pour pouvoir cibler uniquement cette partie-là du code. Donc, de ici à ici. En fait, l'idée, c'est que comme on va avoir qu'une seule image Docker, un seul Dockerfile pour la prod et le développement, si on ne lui spécifie pas la target, par défaut, il va builder tout le fichier. Le problème, c'est que là, le fichier de configuration pour PHP, le PHP ini en production, lui, il a des clés qu'on n'aura pas en développement. Et il y a des clés inversement en développement dont on n'a pas besoin en prod. Donc ici, on bloque uniquement sur la partie base, donc uniquement sur cette partie-là en termes de build, pour limiter du coup ce qu'on va avoir. C'est juste pour simplifier. Et pour la production, on pourra juste modifier le Docker Compose, on lui passera une autre cible, et il se débrouillera tout seul. Ça, c'est plutôt pratique. On a ensuite les variables d'environnement, donc qui sont l'équivalent de ce que vous passez ici. Hein. C'est grosso modo ça. Ça va nous permettre de passer des valeurs à part, si jamais on en a besoin. Donc ici, on passe notamment Blackfire. Donc pour le log, donc on le passe en 4 pour qu'il soit assez verbeux. On lui passe l'identifiant du serveur et le token du serveur. Donc ça sera à part. On va pouvoir lui donner un port. Donc ça, c'est le port PHP par défaut, qui va permettre de tourner. Donc là, c'est pas 9000, c'est 9500. Du coup, directement. On va lui donner les volumes, donc qui sont les espaces de partage, on va dire, de dossiers et de fichiers. Donc ici, on va lui dire que tout ce qui est à la racine sera envoyé dans le workpath, donc dans la variable qu'on aura définie. On y aura accès en écriture et en lecture, donc read and write, et on a une virgule delegated. Alors ça, c'est une simple optimisation si vous êtes sur Mac. Il peut y avoir des soucis d'accès, donc notamment des lenteurs dans vos accès sur les fichiers, les dossiers, ainsi de suite. Si vous mettez virgule delegated, c'est votre machine qui sera prioritaire sur le container. Donc, toutes les modifications que vous ferez, vous, sur votre machine, seront prioritaires sur ce qui sera fait dans le container. Donc, il peut y avoir un petit délai de mise à jour, mais au moins, vous savez que votre machine est prioritaire, quoi qu'il arrive. Donc, c'est plus cache, c'est delegated. Ouais, sur Mac, tu peux mettre delegated directement. Ok, bon, je vais le changer de suite. Voilà. C'est pareil pour tous les containers. Alors, logiquement, vous le faites que pour ceux où il y a de l'écriture.
Donc notamment Nginx, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas d'écriture, mais par exemple Node, ainsi de suite, comme il y a d'écriture, il vaut mieux mettre delegated que sur Mac. Sur Windows, malheureusement, c'est les accès file system qui sont pas terribles. Donc, en plus de lui envoyer le dossier actuel, on va y envoyer la configuration PHP ini, parce qu'on veut pouvoir la modifier au cas où, hein, donc ça c'est plutôt pratique. Et ici, on l'a aussi pour la production. Donc, elle est juste commentée et il ne s'exécutera pas. Commentaire YAML, vous avez l'habitude. On lui donne un restart always pour lui dire à chaque fois qu'un container va planter, tu essaies de le redémarrer. Et ça nous permettra, quand vous relancez votre machine tous les matins, de le redémarrer automatiquement. C'est plutôt pratique. On a grosso modo la même configuration pour Nginx, donc on lui donne un port, on lui donne une image. Donc là, on va aller chercher l'image Nginx directement, parce qu'on n'a pas de Dockerfile, on va servir l'image Nginx. On a un lien entre Nginx et PHP-FPM. Donc ça, c'est juste pour que Nginx soit lié à PHP-FPM, puisqu'on en a besoin. On lui envoie les fichiers directement. On va lui envoyer les fichiers de configuration Nginx. Donc ici, donc ça serait défaut core Nginx, et donc là, ça serait SFP, qui va s'appeler SFP directement. Donc ici SFP, et pas SPF, voilà, SFP. Et on lui dit, par défaut, le container va essayer d'écrire, enfin il y aura un partage entre Docker Nginx log, donc le dossier qu'on a ici, et les logs qui sont dans Nginx. Donc comme ça, les logs Nginx remonteront automatiquement sur le container local. Ça, c'est plutôt pratique. On le restart automatiquement, ça c'est pareil. Donc là, on a la configuration de Node. Donc on va lui dire, on lui donne un nom, toujours pareil, on va chercher build, donc on va chercher le fichier Dockerfile qui est ici. Alors ça serait plus Docker, c'est Node.js. On lui donne un port, donc par défaut, vous pouvez lui mettre 3000, là, ça pose pas de souci. On lui donne les volumes, donc là c'est pareil, delegated, puisqu'il en a besoin. L'entry point qui sera en yarn watch, donc c'est ce qu'il va essayer de lancer quoi qu'il arrive, quand vous allez démarrer. Et il restart tout le temps. Ça, normalement, il n'y a pas de différence. Vous avez Redis, là c'est toujours pareil, on utilise une image Redis, et on ne va pas créer une image Redis, on n'a rien à faire dessus. Donc on prend la version en Alpine, parce qu'elle est plus légère. On va lui donner un port, parce que Redis a besoin de se lancer sur un port. Donc par défaut, c'est 6379. Nous, on le fera tourner sur un port à part en local, parce que j'ai déjà un Redis dessus. On le lie à PHP-FPM et on le fait en restart toujours. Ça va plus vite. Donc la petite subtilité là maintenant, c'est la BDD, puisqu'il y a quelques soucis de configuration pour ceux qui vont essayer de lancer des MySQL. Donc on va chercher l'image MySQL alors en 5.7, puisque les dernières versions de MySQL ne sont pas forcément compatibles avec Doctrine. Ça, on va faire attention là-dessus, on va essayer d'utiliser une version qui est compatible. On va ouvrir des ports, donc par défaut, donc là on pourrait lui passer toujours pareil, hein, MySQL port. Donc là on peut le définir sur un port à part, hein, je suis obligé de le lancer sur un port à part. Les environnements, donc ça c'est notamment le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur qui sera utilisé, le mot de passe et le mot de passe de l'utilisateur root. Donc ça nous permet du coup de les modifier et de le configurer. Les volumes, donc ça c'est juste pour partager ce qui est dans le container MySQL avec notre machine. Ça peut simplifier du coup. Donc là c'est un volume qui sera en mémoire, il n'y a pas d'accès sur notre machine, mais au moins ça nous permettra d'y avoir accès si on a besoin. Pareil pour PostgreSQL, on passe des variables d'environnement, hein, ça ne change pas. Là, on lui donne juste un accès DB Data pour qu'il puisse partager en mémoire, toujours pareil. Et on a Blackfire, donc il a sa propre image sur Docker, donc Blackfire/Blackfire. On lui repasse des variables d'environnement, donc notamment le niveau de log, les identifiants pour se connecter, le lien avec PHP-FPM, puisqu'on va en avoir besoin pour aller faire des appels curl, les volumes, puisqu'il a besoin, toujours pareil, d'avoir le partage, et le fait qu'il soit en restart automatique. Les dernières clés qui sont en bas, donc ça c'est pour les volumes, donc on a les volumes qui sont listés, notamment DB Data et MySQL. Voilà. Ça là-dessus, c'est tout pour le Docker Compose. Est-ce qu'il y a des questions? Tu as juste écrit SPF aussi pour Nginx pour le dev. Alors pour le dev, SPF, alors sur Nginx, conf core, donc celui-là il était bon, development il était bon. Oui, il est bon celui-là. Ah oui, SPF, pardon. J'avais pas vu. Très bien vu. Je sais pas pourquoi j'étais parti sur SPF. Donc, je vérifie quand même du coup parce que tu m'as mis le doute. Ouais, celui-là il était bon. Le Nginx il était bon. Et je regarde du coup si j'ai rien oublié. Donc ça c'était tout bon. Ok. Est-ce que sur le Docker Compose il y a des points complémentaires, peut-être des questions? Pour moi, ouais, pourquoi t'as mis. J'ai pas compris pourquoi t'as mis et MySQL et Postgre, puisqu'on en a utilisé qu'un des deux. Alors, MySQL, c'est juste pour le développer en dev.
directement. Et Postgre, en fait, c'est parce qu'on va basculer, quand on voudra faire des tests pré-prod, on basculera l'environnement de Symfony en prod et on se servira de Postgre directement. Comme ça, on aura l'équivalent de notre production en local. Ouais, mais il va avoir des problèmes de compatibilité entre. Ah non, parce qu'il y aura les fixtures. Ouais, j'ai rien dit, c'est bon. Il y aura les fixtures et on aura un environnement séparé, puisque du coup, on va pouvoir le faire dans le package directement. Ok, ça marche. C'est juste, en fait, c'est vraiment pour émuler ton environnement de prod, parce que comme en plus on a de la configuration PHP à part, l'idée d'avoir la BDD dédiée pour la prod, ça nous permettra du coup de nous assurer que ça tourne bien derrière. Ok, Bon. ça marche. Ça, et puis ça nous permettra de l'avoir en configuré ici. Ok. Des questions en plus? J'en profite? Non? C'est tout bon? Je regarde si personne s'est endormi. Non, c'est tout bon. Ok, nickel. Donc là, on a configuré donc les grandes lignes. On va configurer maintenant le point env, puisqu'on va en avoir besoin pour se lancer. Donc là, j'ai un point env classique sur Symfony, hein, il n'y a rien de particulier. Alors par contre, ça, je ne vais pas le faire dépendre de Symfony. Si je vais le laisser dans Symfony, celui-là, ça pose pas de souci. Donc, on va créer une nouvelle ligne. Donc là, je vais l'appeler Docker, ça ira plus vite. Donc, il y a certaines clés par défaut dont on a besoin. Donc, on va les reprendre ensemble. Donc, on va avoir besoin du nom de container. Donc, on peut les définir ici. Container name, donc nous, on va l'appeler SFP. Je ne vais pas faire la faute cette fois-ci. On va avoir besoin du Blackfire Server ID. Donc là, on va le mettre à part. Donc, quand vous définissez vos variables pour Docker, pensez toujours à les mettre dans le point env, puisqu'il va s'en servir pour builder. Donc ça, au moins, ça vous assure de ne pas vous tromper. Donc, le serveur ID, on va mettre Toto. Il y a le serveur token aussi. C'est token majuscule. Et on a aussi le client. Alors, client, hop. Client, ici. Donc ça, ce sont les variables d'environnement. Alors là, je ne vais pas faire la bêtise des dernières vidéos, je ne vais pas mettre mes identifiants directement. On a ensuite le port PHP. Donc là, c'est pareil, vous pouvez le configurer ici. PHP port, donc nous, on va le mettre sur 9500. On avait Nginx port, si je dis pas de bêtises, donc nous, on va le mettre sur, qu'est-ce que j'avais défini? Je crois que moi, il tombe sur 80-80, donc on va le mettre sur 80-85 directement. Par contre, tu l'as pas changé, je crois. T'as pas mis en 85. Là, tu l'as mis là, mais ah oui, non, ouais, je confonds avec. Non, dans le. Ouais, non, c'est bon. Alors, c'est que PHP, ouais. Je le précise, c'est bien vu. Alors, pour votre mapping du coup des ports, ici c'est votre machine et ici c'est le container. Donc par défaut, le container il va tourner sur 80 parce qu'Nginx il tourne sur un port 80 dans son container. Par contre, ici comme c'est votre machine, vous définissez un port qui est disponible sur votre machine. Moi je peux pas utiliser le 80 parce que si je regarde Docker PS, 80, voilà, j'en ai déjà un, donc en plus j'ai Varnish qui tourne dessus, et là Nginx j'ai un 80-80, donc je vais pas pouvoir m'en servir directement. Donc ça, à faire attention, du coup, ça peut poser quelques problèmes. Donc, on avait donc le workpath aussi. Donc, on va le définir ici. Donc, workpath. Donc, nous, on avait mis /var /3w/sfp. On avait donc Nginx, le workpath, ça c'était bon. Le container name, il est chargé. Le Redis, donc Redis port. Redis port. Donc, nous, on va le mettre sur 6739, puisque normalement, il est disponible. Le MySQL port, donc toujours pareil, MySQL port, donc ici on va le mettre sur 3308, puisque c'est un port qui est libre. MySQL DB name, MySQL user, alors là ça va être la partie moins fun du coup parce qu'il faut s'en remplir. MySQL, hop là, voilà. DB name, donc là on va mettre SFP, MySQL, hop là, oh. MySQL, merci. Non, toujours pas, il n'a pas envie. Donc SFP. Et qu'est-ce qu'on avait comme variable d'environnement? Donc MySQL password et root password. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Password, root password. Donc là, ça serait root password. Et là, ça serait root password. Directement. Voilà. Donc là, on a nos variables MySQL. Et on a aussi donc Postgre, donc DB user et password. Donc ici, on peut faire PostgreSQL. On va mettre PGSQL, j'ai la flemme. Postgre, donc user, donc on va faire SFP, toujours pareil. DB user password. Donc DB user password. Donc là, ici et ici. Donc DB, ici. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Le tout, c'est que ce soit des clés qui ne soient pas déjà utilisées quelque part. C'est plutôt pratique, ça évite d'avoir des soucis.
Donc le password, le serveur ID en a mis, le serveur token en a mis, le client ID c'était bon, et le client token c'était tout bon. Donc, normalement, on a toutes les variables d'environnement qui sont chargées. Je vérifie, ça c'est tout bon. Donc, pour les avoir au cas où, vous pensez aussi à les mettre dans le point dist. Ça, c'est hyper pratique. Donc, dans le point dist, vous pouvez mettre des valeurs bidons, ça pose pas de problème. Ça plus, c'est pas gênant. La seule différence, c'est Blackfire qui va attendre forcément des valeurs valides, mais là, ça, je les mettrai après. Donc là, on a les ports principaux qui sont enclenchés. Ça, normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais je crois que j'ai oublié le PostgreSQL port. Ouais, tout juste, PostgreSQL port. Ici, donc nous, on va le mettre, normalement, c'est 5439, je crois. 5432. Donc nous, ici, on va le mettre sur 5342, par exemple. Voilà. Au moins, ça vous permet, si vous avez par défaut aucun container qui tourne, bah, vous pouvez utiliser les ports natifs, hein, ça ne pose pas de soucis. Donc, on a normalement toutes nos variables d'environnement qui sont enclenchées. Je vais revérifier au cas où. Le PHP port, ça c'était tout bon. Je regarde qu'on ait toutes les clés, ça c'était bon. Donc ça, c'était tout bon. Donc là, dans le Docker Compose, on a juste défini nos variables d'environnement. Ça, vous pouvez vous en resservir après sur d'autres projets, ça ne pose pas de soucis. Est-ce que déjà sur les variables d'environnement, il y a des questions? Je regarde. Non, normalement c'est tout bon. Pas de question particulière? Oh, ok, nickel. Et du coup, j'ai vu que Xavier était arrivé, donc hello Xavier. Donc, maintenant qu'on a nos variables d'environnement, on va juste configurer nos php.ini et normalement, on doit pouvoir se lancer. Donc, le php.ini, c'est toujours pareil. J'ai des petites clés de config déjà toutes prêtes, donc qui sont un petit peu optimisées, hein, ça là-dessus. Vous pouvez vous en servir sans problème. Donc, on va revenir dessus. Donc, le php.ini, le natif, il va ici. Voilà. Donc, ça sera le principal. Et ici, on a la prod, donc il y a une config un peu à part. Prod qui est ici. Hop là. Voilà. Donc, pour l'environnement de dev, donc par défaut, donc on lui définit la time zone. On n'expose pas PHP. Donc, ne pas exposer PHP, c'est quand vous allez aller dans votre navigateur, il vous dira pas que c'est PHP qui fait tourner le site. Donc ça, c'est important pour éviter d'avoir des failles de sécurité, hein, parce que quelqu'un qui souhaiterait attaquer votre site, s'il sait déjà que c'est PHP, il aura la version. Donc ça lui permettra, en fonction des bugs qui étaient listés sur la version, de vous attaquer de manière plus simple, parce que du coup, il connaîtra à l'avance votre architecture. Donc ça, c'est plutôt pratique. Les max input time, on a aussi les sessions, donc pour le fait qu'elles ne s'enclenchent pas automatiquement. On utilise un mode strict, donc c'est un ID, il faut qu'il soit toujours le même. Les open tags en short, on n'en a pas besoin. On définit aussi la taille maximale pour les uploads et le nombre de fichiers maximum uploadés à chaque fois, donc là, ça sera 10. On a ensuite donc tout ce qui est real pass, donc vous pouvez regarder sur la documentation, hein, directement, ça c'est Symfony qui le recommande. Donc vous les avez notamment ici, voilà, donc ça c'est pour la mémoire qui est allouée pour stocker les résultats. Donc ça c'est plutôt pratique. On a la configuration pour APCU, donc le fait qu'il soit activé en CLI et le serializer par défaut. On a la configuration opcache, donc le fait que ce soit activé, la consommation de mémoire, le buffer pour les strings, donc par défaut c'est 70, c'est en mégas. Donc 70 mégas, si vous êtes sur une configuration avec 1 giga, ça coûte 3 fois rien, donc autant vous en servir. Les fichiers accélérés, donc là 20 000 fichiers, normalement ça doit passer sans problème. Le timestamp, les erreurs log, donc ça sera plutôt pratique si on a des erreurs dans opcache, ça nous permettra de savoir du coup où est-ce qu'on a des erreurs. Le niveau de verbosité pour les logs et le fait d'activer l'override sur les fichiers. On a la configuration Blackfire, toujours pareil, donc le timeout pour l'agent, le niveau de log et les logs directement, donc ça qui sera blackfire.log. Et ensuite l'Unicode, donc l'Unicode, ça c'est pour le moteur Zend. Si on regarde Zend, alors je vais montrer la clé, php.ini configuration, voilà. Donc logiquement, on a Zend, alors ouais, c'est parce qu'il n'existe pas, c'est parce que c'est pas une fonction, php.ini configuration. Ici, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Là, et donc si on regarde Zend, alors ouais, fichier user ini, tac, normalement je dois l'avoir ici, qui me permet de le savoir ici. Voilà. Liste des directives internes, et si on regarde Zend, voilà, Zend détecte Unicode, donc il est ici, ça vous pouvez le regarder. Donc c'est le fait de vérifier le BOM du fichier. Donc ça c'est notamment ce que vous avez en haut du fichier, c'est pour vérifier du coup le format fichier. Donc c'est pas utile de le vérifier à chaque fois, puisque vous savez que c'est du PHP, surtout en dev c'est pas utile. Voilà. Ça vous pouvez les regarder, les clés, et vous documenter là-dessus, c'est important. En production, il n'y a pas grand chose de différent, hein.
je vous rassure. Il y a juste quelques options en plus. On alloue un petit peu plus de mémoire du coup pour les fichiers en interne. On est à 100 mégas. On n'upload pas plus de fichiers. On a juste les asserts, donc ça c'est pour les vérifications de log et ainsi de suite. Voilà, ça c'est des optimisations qui ont été faites grâce à Blackfire. C'est des petits fichiers de configuration, vous pouvez les mettre en place, ça ne coûte rien. Donc ça, je vous invite à vous documenter là-dessus. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, ok, nickel. Donc normalement, on a toutes nos configurations Docker, donc on va pouvoir se lancer normalement. Comme je suis un très gros feignant, je vais utiliser un makefile. Alors, qui ne s'en est pas déjà servi? À qui ça ne parle pas? Bon, sauf Romain et Laurent, puisqu'ils savent. Donc Anne-Marine, ça n'est pas servi, Jonathan non plus, Alexandre non plus, Xavier apparemment non plus, et Maël non plus apparemment. Donc le makefile, c'est quoi? Ça va vous permettre en fait de configurer des commandes supplémentaires en local. Donc c'est notamment quand vous êtes sur Mac, vous l'avez, je crois, en natif qui est installé. Sur Windows, il faudra vérifier, et j'en ai pas un sous la main, enfin, même pas directement, donc ça, je vous laisserai le regarder directement. Donc le makefile, en fait, ça va nous permettre de simplifier un petit peu toutes les commandes qu'on peut avoir et qui sont assez répétitives, le cache clear, le fait de valider le schéma de doctrine, le fait de lancer nos tests PHP Unit, ainsi de suite, parce qu'on est des gros feignants et qu'on n'a pas envie de les lancer en double. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des commandes par défaut. Donc là, on va pouvoir notamment faire des environnements. Donc on va définir des variables qui sont des. Alors moi, je vais mettre constantes. L'idée en fait d'une constante, c'est que ça va nous permettre de définir une commande par défaut qu'on va pouvoir lancer. Donc là, j'ai déjà un makefile si vous voulez avoir une idée. Ici. Donc un makefile, voilà, ça nous permet de définir nos commandes. Alors là, il y en a plusieurs, hein. Mais l'idée, voilà, c'est que ça va nous permettre de définir un petit peu tout ça. Donc ici, donc on a les Docker Compose, les Docker, donc là, on va pouvoir s'en servir directement, comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là. Au moins, elles y sont. Voilà. Donc les environnements, donc je m'explique. Donc, les constantes, c'est des trucs qui vont jamais changer. Donc là, c'est Docker Compose, la commande, elle s'appelle toujours Docker Compose dans notre CLI. Docker, c'est pareil, elle s'appelle toujours Docker. Ici, il y a une petite subtilité. Alors, Composer, j'aurais pas dû l'appeler comme ça. J'aurais dû l'appeler plutôt comme ça. Tools. Voilà, ça serait plus parlant. Je vais mettre en minuscule, ça serait plus parlant. Donc là, on a nos commandes qui ne changent jamais, donc Docker, Docker Compose. Ensuite, on a nos environnements PHP, donc il y a juste Varnish qui va dégager. Et ici, il ne s'appellera plus Market Reminder, il va s'appeler SFP. Ce sera le nom de notre container, directement, ici. Donc on aura l'environnement PHP, l'environnement Node.js, l'environnement Blackfire. Logiquement, vous n'avez pas besoin de plus, si ce n'est peut-être Nginx, si vous voulez avoir vos logs, mais vous les avez en local. Mais SQL, c'est pas la peine. Postgre, c'est pas la peine non plus. Voilà. Par défaut, vous n'en avez pas besoin. Donc ici, on va pouvoir définir Composer. Donc on va lui dire, tu vas aller chercher l'environnement PHP et tu exécutes la commande Composer. Donc on va lui dire notamment de la Composer Update, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va être plutôt pratique. Et ensuite, on va pouvoir définir nos commandes. Donc par exemple, main. Et j'avais un exemple plutôt parlant là-dessus. Donc là, par exemple, on peut se servir de tout ça. Ça fonctionne déjà. Donc je m'explique. Ici, on va enclencher une commande qui s'appelle start, qui va nous permettre de créer le projet. Donc c'est ici qu'on va définir toutes les commandes dont on a besoin quand on crée le projet, quand on va lancer les containers Docker. Donc on va notamment appeler Docker Compose pour builder sans utiliser de cache, parce que là on crée le projet de zéro. Donc ça c'est, imaginons, vous allez sur le GitLab, vous faites un git clone, vous récupérez le projet en local, vous faites make start, il se débrouille tout seul. Voilà, ça il fera pour vous. Vous avez ensuite le up, donc ça c'est pour créer vos containers, supprimer les orphelins, ça c'est si vous avez des containers que vous avez créés mais que vous n'utilisez plus, vous pouvez les supprimer. Et le force recreate, c'est pour les forcer à se relancer. On a le make install, donc le make install qui va venir de Composer, je vais revenir dessus, et le make cache clear, donc qui va nous permettre de supprimer notamment tout le dossier var. On a le restart, donc ça va être pratique si vous faites des modifications sur vos containers. Par exemple, je sais pas, vous rajoutez un fichier de configuration dans PHP ou un fichier de configuration dans Nginx, il ne prendra pas en compte directement, vous relancez le container, donc ici il ne recréera pas les containers, il va juste reprendre les fichiers, donc il se relance. Et pareil, il fait un make install, un make cache clear. On a le stop, donc ça va être pour stopper tous les containers. Et on a un make clean, donc ça va être pratique si on veut supprimer les points .env, les node modules, les vendors, ainsi de suite. Donc ça va être pour remettre par exemple un environnement au propre. Ça sera plutôt pratique. Donc ensuite, on peut définir nos propres commandes. Donc là, je vais me resservir de celle que j'ai ici.
Donc là, je les avais ici, là. Donc on va prendre celle-là, c'est celle de PHP, ainsi de suite. Hop. Voilà. Donc ici, vous avez le make install, donc qui va nous permettre, notamment ici et ici, quand on aura construit les containers, d'installer automatiquement les dépendances, de vider le cache composer et de dumper l'autoload. Donc ça, c'est plutôt pratique. Comme ça, on aura un autoload tout propre, on n'aura plus à s'en servir. On a l'update, donc si jamais vous voyez qu'il y a eu des mises à jour sur une dépendance, au moins ça lancera automatiquement le composer update dans votre container. On aura les composers require. Alors, composer require, ici, on va pouvoir le mettre avec composer, on va lui dire que je vais aller chercher le composer.json. Je vais revenir sur la syntaxe après. Donc, on va utiliser composer. On lui dit que j'attends un package. Donc, ça, c'est un attribut qu'on va passer dans la commande. Un argument, pardon, qu'on va passer dans la commande. On peut lui dire pareil pour les dépendances en développement. Donc, ça sera plutôt pratique quand vous installez, par exemple, PHP Unit, Biat, ainsi de suite. On va pouvoir lui dire je veux supprimer une dépendance. Donc là, c'est une dépendance composer. On veut dumper l'autoload et on veut vider le cache, par exemple. Et comme on est des gros feignants, on va pas le faire avec la ligne de commande Symfony. On va le faire un rm-rf automatiquement. Donc, la petite subtilité, certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, c'est que j'ai un nom de commande et des fois, je passe un fichier ou un dossier, ça peut arriver. Notamment ici, on pourrait lui dire, par exemple, pour que cette commande se lance, je veux qu'il y ait automatiquement var/cache. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, pour pouvoir lancer la commande, il va vérifier si ce qu'on lui demande existe ou est là. Et ça va, du coup, si ça n'existe pas, il ne lancera pas la commande. Ça, c'est plutôt pratique. Notamment le var cache, si on n'a pas de cache, ça ne sert à rien de la lancer. Hein. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. Le dump autoload, on pourrait lui dire que par défaut, on veut le composer.json. Le remove, c'est pareil. Il nous faudrait le composer.json. Toujours pareil. Ici, c'est pareil. Où est-ce que je pourrais m'en servir? Non, pas plus. Donc ça, c'est tout bon. Et ici, on va juste vérifier qu'on a le docker compose. Donc là, le docker compose.yml. Comme ça, ici, qui sera capable de le faire que s'il y a le docker compose. Et pareil, ici, et là, c'est pareil, docker compose. Voilà. Donc au moins, oui. Est-ce que l'indentation a une importance comme YAML ou pas? Ouais, alors ton indentation a une énorme importance. Alors sur PHP Storm, tu as un plugin Makefile qui permet de la vérifier, mais quand tu crées une commande, donc par exemple, je vais l'appeler Toto, alors sans faire des fautes, ça serait mieux. Je vais l'appeler Toto, donc par exemple, tu peux faire des commentaires, et là, quand tu sautes à la ligne, c'est une tabulation, 4 espaces. Alors je sais que c'est pas forcément hyper pratique, mais si tu le suis pas comme ça, le make va te péter une erreur. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, exactement. Alors ça, après, tu peux le regarder sur Makefile. Je l'ai vu quelque part. Il y a un fichier quelque part. J'ai vu un truc, notamment la configuration. Makefile configuration. Alors je sais plus. Coding standard, c'est peut-être pas celui-là. Ouais, c'est celui-là, je crois. Le new make, c'est peut-être celui-là. Voilà. Donc là, au moins, tu as toutes les explications. Et notamment, tu les as ici. Alors, c'est des erreurs qui retombent souvent, mais c'est des stops, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on met tabulation 4 espaces. Voilà. Mais si tu veux en savoir plus sur Makefile, tu peux regarder ici directement. Je vais mettre le lien sur le Slack directement. Comme ça, ce sera terminé. Hop. Comme ça, vous l'avez au besoin. Voilà. Donc comme ça vous permet de vous documenter là-dessus. Mais oui, les indentations ont une énorme importance parce que sinon, ils risquent de te péter des erreurs à l'exécution. Donc à faire attention. Ok. Donc là, ce sont les commandes par défaut pour tout le monde. Il n'y a pas de commande particulière. J'aurais pu, PHP Pipe Composer, par exemple. Donc ça, ce sont les commandes que pour PHP Composer. Là, on a celle pour Symfony classique. Et là, on a celle un peu plus générale, du coup, pour le projet, ainsi de suite, les variables d'environnement. Donc ça, vous pouvez le regarder, vous documenter. C'est hyper important quand vous avez des commandes que vous lancez toute la journée en répétition. Un petit makefile, vous lancez les commandes et c'est fini. Alors ça fonctionne même si vous n'êtes pas sous Docker, si vous utilisez un environnement classique et que vous avez, je sais pas, le cache clear par exemple de Symfony, parce que vous n'avez pas envie de faire proprement. Par exemple, vous pouvez dire j'attends var cache, tabulation 1, 3, 4, et donc vous par défaut ça serait PHP alors ça serait bin /console c2.c. Voilà. Donc vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas sur Docker. Le Makefile, ça fonctionne, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'en profite. Non? C'est tout bon? Non.
Ok. Et Donc, du coup, juste quand les variables que tu passes, que tu dis que tu passes, ça marche comment? En fait, il va te alors, les demander. ouais, en fait, pour les variables que tu passes, en fait, c'est comme un argument sur la console Symfony, par exemple, quand tu le passes. D'accord. Si je fais par exemple composer, enfin make require, par exemple, je vais avoir quelque chose comme ça à lui donner. C'est-à-dire que je vais faire make require, je lui passe la commande et il faut que j'utilise le nom de la variable. D'accord. Package égale, et par exemple, bah, tu lui dis qu'est-ce qu'on pourrait requérir, bah, par exemple, ORM. Et il Ok, va aller d'accord. chercher le paquet. Voilà. Mais il faut le passer comme ça, sinon il ne te l'acceptera pas. D'accord, ça marche. Et si tu en as plusieurs, bah, c'est à la chaîne. Avec juste un espace. Package, ORM, et par exemple, ça serait env est égal à test. Voilà. Ça, c'est hyper important. Vous pouvez en définir autant que vous voulez. Hein. C'est notamment pratique sur les PHP unit, ainsi de suite. C'est plutôt simple. Donc là, on était tout bon. Ça, là-dessus, on a fait le tour. Et on va compléter avec un petit fichier à part, donc, qui est un Docker ignore, donc, qui est l'équivalent un peu du git ignore, mais qui nous permet du coup d'ignorer des fichiers par défaut dans Docker. Je vais m'en servir de celui que j'ai par défaut. Si je le retrouve, iou.docker ignore. Non, bah oui, mais parce que je suis dans le fichier. Ouais, alors j'ai un peu trop de dossiers là. Je ne retrouve Je plus. l'avais vu. Ouais, yeah. Ah, Yeah. Donc, alors là, il y a des dossiers qui ne vont pas être utilisés, hein, puisque CircleCI, il dégage. Project Contributing, il dégage aussi. Donc, Docker Nginx log, donc ça, c'est parce que c'est comme on l'a en local, on ne va pas le renvoyer dans le container, ça ne sert à rien. Coverage, c'est parce qu'on générera du coverage, alors non, on ne va pas le générer, donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait ne pas envoyer dans le container? Composer, .env, .dist, on s'en fiche. Ben, le git ignore, par exemple, on pourrait ne pas l'envoyer, ce qui ne nous servira à rien. Le git ignore, il ne nous servira à rien. Le .env, .dist, il ne nous servira pas non plus. Et le makefile en container, bon, on ne sait jamais, on va le conserver au cas où. Voilà. Donc ça, c'est des fichiers ou dossiers qui ne seront pas envoyés dans le container. Donc vous pouvez le définir, ça ne pose pas de souci. Il doit juste s'appeler .docker ignore, c'est important. Donc maintenant qu'on a tout ça, ben on va voir du coup si ça fonctionne. Donc on va utiliser make start, comme ça on va voir si tout ça, ça se lance. Si ça se lance pas, ben on débuggera du coup ensemble. Donc make start, on va le lancer. On va voir déjà s'il ne nous pète pas d'erreur. Donc il nous a pas dit qu'il nous manquait des environnements ni quoi que ce soit. Alors là ça va plus vite parce que j'ai par défaut certaines images en local, hein. Donc ça va plus vite du coup. Donc il va nous installer les dépendances. Donc ça ce sont les dépendances Alpi directement. Donc on voit bien du coup qu'il nous a passé les variables d'environnement, le WordPass, le composer. Là il est en train de télécharger les dépendances. Donc ça peut prendre un petit moment puisqu'il y a quand même pas mal de dépendances. Ça j'en ai installé pas mal quand même. Alors, on va en profiter du coup le temps qu'il lance le container. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces quand vous faites vos images. Ça, c'est important. Imaginons que vous ayez, par exemple, comme ici, pas mal de choses à faire. Oh, alors, t'es gentil, tu mets pas des évaluations. Voilà. Imaginons que vous ayez pas mal de dépendances à installer, parce que votre container, il a besoin, je sais pas, de Git, enfin de beaucoup de choses, et vous avez pas mal de commandes à lancer d'un coup. Évitez de faire quelque chose, alors là je peux pas le faire parce qu'il va lancer l'image en même temps, mais évitez de faire un run pour chaque dépendance ou chaque commande que vous voulez installer. Si vous avez des commandes qui posent pas de problème, vous faites un seul run, donc par défaut Docker va se débrouiller de le lancer, et vous les mettez à la chaîne. Donc vous mettez anti-slash, Esperet, et vous remettez la commande à la suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ça peut faire des fichiers qui sont un petit peu longs, mais l'avantage, c'est que Docker, en fait, il se base sur un système de cache quand vous construisez votre image. Donc, ici, il va enclencher une instruction, 2 instructions, 3 instructions, et ici, 4 instructions. Quand il va arriver ici, si vous aviez mis à chaque fois run, vous auriez 5 instructions qui se lancent, alors qu'ici, vous en avez qu'une seule. Donc, faites attention, quand vous mettez vos containers, pensez toujours au maximum centraliser les commandes et en faire qu'une seule. On voit notamment ici sur Docker, sur Blackfire. Ici, j'ai un paquet de lignes, c'est-à-dire que je pars de la ligne 19, je suis jusqu'à 27, donc j'ai quasiment 10 lignes qui vont se lancer, donc ça fait presque 10 commandes à lancer. Au lieu que Docker me dise à chaque fois, je recrée une phase pour lancer ta commande, vous faites un seul run et vous mettez les commandes à la chaîne. Ça va plus vite, c'est plus simple, et ça permet d'avoir qu'une seule mise en cache à chaque fois que vous lancez une commande. Ça vous permet d'être beaucoup plus performant, et pour reconstruire l'image, ça va beaucoup plus vite. Donc faites attention là-dessus. Quand vous avez des commandes, essayez de les regrouper, de tout centraliser dans une seule ligne run, comme ça c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, il y a certaines subtilités parce que ces dossiers-là, j'avais besoin de les mettre à part, mais essayez toujours de les centraliser un peu de cette manière. Voilà.
Donc, on va regarder. Donc là, il nous installe les dépendances. Donc là, il est sur Opcache, si je dis pas de bêtises. Voilà. Là, il est sur Opcache. On voit ici. Donc là, il est en train de tout nous installer. Alors, ça peut prendre un peu de temps, parce que là, il vous installe PECL et ainsi de suite. Donc, on a la config. Normalement, il devrait y arriver. On va juste voir s'il se lance bien comme il faut. Le makefile, ça, c'était bon. Le .env.dist, il était à jour. Le point en vide était bon aussi, les fichiers PHP ils étaient bons, le Dockerfile il était tout bon, le Docker ignore aussi. Ça là-dessus, c'est bon. J'en profite, tiens. Je vois, pour le Docker ignore, ouais. Il y avait CircleCI. Du coup, maintenant, vu que je sais pas si tu as encore essayé le CICD de GitLab, mais. J'ai utilisé ce matin, ouais. Voilà, donc CircleCI ou GitLab CI? La question à 3 millions. Alors, GitLab fonctionne très bien pour la gestion de projet, parce que vous avez, comme je vous l'ai montré, les dashboards, ainsi de suite, ça c'est vachement pratique. Pour la CICD, je suis moins fan de GitLab. Je vais être honnête là-dessus. Je trouve que c'est plus compliqué de mettre en place une CICD correcte sur GitLab que sur CircleCI. Le problème de CircleCI, c'est que vous ne pouvez pas l'appeler depuis GitLab. Il n'est pas capable d'aller chercher votre code dessus. Donc, si vous faites votre suivi de projet sur GitHub, ce qui ne me dérange pas, et ce que je peux recommander si vous débutez là-dessus, mettez-le sur CircleCI directement. Si vous le faites sur GitLab, essayez au maximum de vous servir de GitLab. Sinon, il y a certaines petites options. Alors, ça, il faut le savoir. Du coup, il en est où? Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il m'a pété une erreur. Ouais, sur Node.js, bon, c'est normal. On va le relancer. Mais quand vous êtes par exemple sur GitLab, il y a des petites options. Alors, il faut les connaître. Mais non, alors je ne sais pas si elles sont ici, mais c'est ici, je crois, dans Repository. Vous pouvez faire en sorte de pousser automatiquement votre code de GitLab sur GitHub. Donc ici, il faut lui passer une URL GitHub qui correspond à votre projet. Et il sera capable en fait de pusher automatiquement tout le code que vous avez sur GitLab sur GitHub. Alors, il y a une tâche cron qui est enclenchée derrière, mais ça peut être pratique si vous voulez utiliser GitLab pour votre gestion de projet et GitHub pour avoir CircleCI. Voilà. Donc, moi, je dirais pour la CICD, il vaut mieux utiliser Circle. Pour la gestion de projet, il vaut mieux avoir GitLab. Voilà. Il faudrait qu'on ait les deux sur le même, mais bon, là, malheureusement, on ne peut pas faire des miracles. Donc, moi, je dirais Circle pour la CI. Ça répond à ta question? Oui. Elle ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est ça. Bah non, mais c'est pour ça que je l'ai posé, parce que je voulais avoir ton avis. Après, effectivement, je suis comme toi. Si je pouvais utiliser CircleCI dans GitLab, je le ferais. Ça serait meilleur. Voilà. Le problème, c'est que vu que GitLab ont un CICD, tu peux quasiment rien implémenter. Je crois qu'il y a comment ça s'appelle? Je crois qu'il y a Jenkins que tu peux mettre. Ouais, tu as Jenkins que tu peux installer. Voilà. Mais c'est le seul que j'ai vu qui était potentiellement installable. Le reste, ce qui est compréhensible aussi, ils vont pas s'installer d'autres. Ils vont pas massacrer leur outil, mais voilà. Après, il y a moyen de le contourner, notamment là par le push ou le remote repository. Tu lui donnes ton repository GitHub et automatiquement il va pusher dessus. Donc ça te permettrait d'enclencher Circle quand même à un moment. Ouais. Voilà. Donc ça c'est à voir. Donc comme on l'a vu dans la ligne de commande, je reprends juste mon erreur. Là j'ai une erreur sur Node.js, parce que bien entendu, comme un gros boulet, j'ai dit que c'était sur le port 3000, mais le problème c'est que moi le port 3000 il est déjà pris. Donc c'est vachement pratique. Donc je vais le rajouter ici, node port, et on va le faire tourner sur 3050 par exemple. On va pas sur 350, sur 3050. Tac, le point env.dist. Bon, même, ouais, parce qu'il va, sinon il va péter une erreur. Donc node port. Et là, je vais juste le relancer. Alors ça devrait prendre moins de temps, puisque par défaut, ouais, non, ça va prendre un peu de temps parce qu'il a du cache du coup. Mais voilà, quand vous avez des erreurs sur des ports, faites attention, parce que ça peut poser quelques soucis. En plus, surtout que là, c'était quasiment pas grand-chose, parce qu'il avait quasiment terminé. Donc voilà, sur les ports, faites attention. Bon, par défaut, je ne mets pas des ports différents à chaque fois, mais là, c'est parce que comme j'ai un node qui tourne déjà là-dessus, à faire attention. Donc là, il va se lancer. Donc oui, bon, pour la CICD, voilà, vous pouvez pusher sur un repository remote, ça peut pas de problème. Il faut le username, le password et le repository sur lequel vous poussez. Alors la tâche cron, je crois qu'elle s'enclenche toutes les 5 minutes. Je crois que c'est 5 minutes après le push sur GitLab, ce qui n'est pas très très lent. Hein. Je crois que là, il sera capable de nous dire. Alors, le truc, c'est que j'ai Docker qui télécharge les images en même temps. Ça va nous prendre un peu de temps. CICD, donc ça, c'est la clé de CICD. Ouais, c'est parce qu'il télécharge l'image, c'est pour ça que c'est là. Repository. Et GitLab, ils sont en carafe ou quoi, là, sur la documentation? Bon, c'est pas grave.
Donc voilà, on peut tricher au cas où, et donc Circle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous allez sur circleci.com, s'il veut bien. Merci, Google Chrome. Et c'est l'équivalent de GitLab CI, mais en plus souple. Je l'avais notamment montré sur une ancienne vidéo, sur celle en CICD que vous avez ici, normalement. Voilà, CICD, elle est ici. Donc on parlait notamment de Circle CI. Voilà. Si vous voulez le lire, n'hésitez pas là-dessus, c'est un bon point. Donc là, il va réinstaller toutes mes dépendances, et du coup, j'en profite. Si vous avez des questions, allez-y, sans problème. Donc là, j'ai bien Nginx, du coup, qui a installé tout ça. Pas de questions? Rien de particulier? Non? Pour ceux qui font déjà du Docker, normalement, ça ne doit pas vous surprendre. Pour les autres, pas de point particulier, il n'y a pas eu de difficulté, j'ai noyé personne ici depuis tout à l'heure? Non? Non. Ok. On va voir un petit peu où il en est. Donc là, il vous installe les extensions PHP. Je vais prier pour qu'il ne pète pas notre JS. Sinon, il faudra relancer le container. Sinon, j'enlèverai, hein, ça ira plus vite. Voilà. Donc là, normalement, j'ai toute ma config, ça devrait passer. Donc là, vous voyez Nginx qui m'a déjà envoyé mes premiers fichiers de log. Donc là, ça vient directement de mon container Nginx. Hein. Donc là, il n'y a rien parce que j'ai accédé à rien pour le moment. Donc voilà. Node.js, il n'y a rien. PHP, il est en train. Les fichiers de conf, ils sont en cours. Voilà. Donc le dossier public, là, c'est un dossier PHP Symfony classique. Il n'y a rien de différent là-dessus. Ça ne devrait pas vous surprendre. Alors, où est-ce qu'il en est Maurice. Non, il est toujours sur Opcache, donc on va le laisser terminer. Donc le Dockerfile, je regarde juste du coup si je n'ai rien oublié le temps qu'il termine. Et donc le makefile, là-dessus non plus, il n'y a pas de question particulière sur le makefile. J'en profite. Ça, vous pouvez l'utiliser déjà sur vos projets que vous avez. Si vous n'avez pas Docker, ça ne pose pas de souci. Vous en savez, il n'y a pas de problème. Ça, c'était tout bon. Make SRC, on pourra le faire notamment pour PHP Unit. On s'en servira tout à l'heure. Donc là, il est sur quoi cette fois-ci? Redis. Donc on devrait pas faire Redis. On pourrait en faire un aussi pour CSFixer, parce que c'est le bordel à passer le chemin. Ouais, tu peux le faire pour PHP CSFixer. Alors là, il faudra par contre avoir la commande, parce que là, elle n'est pas installée par défaut. Donc il faudra vendor, bin, donc ça serait PHP CSFixer, ainsi de suite. Hein. Et ensuite le lancer. Alors je l'ai là sur un projet déjà lancé, notamment Makefile. Alors je sais plus où je l'ai mis, je crois que c'est en fin de projet, je l'ai mis. Fixture. Ouais, c'est celui-là. Donc là, on a ici, voilà, donc PHP CS. Donc là, on va pouvoir les installer, comme ça, ce sera fait. Ils y seront au cas où. Tac. Donc là, ça serait du coup Tools Command. Donc on a PHP CS, donc pour PHP CS Fixer. Donc on fera attention d'avoir bien PHP CS Fixer, hein, il va se lancer automatiquement. Alors celui-là, il est déjà disponible, parce qu'on l'a installé par l'image. On va lui dire de fixer un folder, donc par défaut, ça sera le dossier SRC, et on lui donne les roles à suivre, donc ça sera Symfony, PSR1, PSR2, ainsi de suite. Et DebTrack, DebTrack aussi, il est installé, donc on pourra s'en servir. Et je vais créer juste le debfile. J'avais un exemple quelque part qui est ici. Bon, vous ne stressez pas outre mesure, hein, c'est normal que ça soit un petit peu gros. Je vais juste le dégager un peu. Non, le debfile, je ne vais pas le mettre de suite, ça sert à rien. On n'en a pas besoin, c'était juste... Voilà, donc mes containers sont lancés. Donc là, on voit qu'ils sont tous au vert. Donc MySQL, Node.js, Postgre, PHP, Redis, Blackfire, Nginx. Il m'a bien installé du coup mes dépendances, donc il m'a dit qu'il n'y avait rien à installer, il m'a vidé le cache composer, il m'a fait un autoload, il m'a caché le clear. Donc normalement, si je fais docker ps, donc j'ai bien mes containers qui sont lancés, je vois bien par exemple mon Nginx qui tombe sur 80-85, et normalement, en priant pour que ça passe, si je vais sur 80-85, j'ai mon Symfony qui est lancé. Donc je vois bien que je suis sur /var/3w/sfp, et pas SPF. Et donc, logiquement, si je lui dis, je veux... oui, alors le dossier contrôleur, voilà, tu t'en vas, t'es gentil. Donc, on va lui créer un sous-dossier UI/action. Donc, ça, on va préparer du coup pour les prochaines sessions. On va lui créer un petit home action. J'allais faire la bêtise. Donc, home action, directement. J'ai failli activer mon micro. Ouais, j'ai été plus rapide. Je l'ai senti venir. Alors, ouais, du coup, donc, notre action, notre responder. Donc ça ne devrait pas vous surprendre hein, si vous utilisez déjà ADR. Home
répondeur, comme ça je fais pas la bêtise. Donc ici, là, donc on peut mettre final, pas final classe homme répondeur directement. Donc là, c'était tout bon. Le home action, on va lui mettre un public function invoke et on va lui dire je return $responder comme ça. Donc ici, on va lui passer, alors, je vais faire l'interface comme ça, vous l'aurez, ça sera plus propre. Interface. Alors c'est pas celui-là. Alors des fois j'ai des soucis là-dessus. Donc home responder interface. Donc, vous pouvez choisir de créer une interface automatiquement. Hop. Merci, t'es gentil. Donc, home responder, donc je l'implémente ici. Home responder interface. Public function, donc là on retourne toujours invoke. Toujours pareil. Et ici, alors je crois qu'on peut déjà retourner une réponse. New response, donc HTTP Foundation, hello from Docker. Ici, et donc notre home action, on va lui dire tu me home responder interface. On va lui passer aussi request, comme ça on l'aura. Si on veut générer du cache, ça sera plutôt pratique. Ici, on va lui dire je return une response, donc ça c'est PHP 7, pardon. Home responder, on va essayer parce qu'ici, public function invoke. Alors ceux qui font déjà des interfaces, vous ne devriez pas être surpris. Voilà, directement. Donc là, ici, on peut lui passer comme ça. Et donc là, on va lui dire qu'on attend request, puisqu'on s'en servira sûrement pour faire du cache à l'avenir. Donc, ici, je lui passe request et request. Directement. Ouais, c'est parce que j'ai oublié le response, ici. Voilà. Et donc, home action, lui, il demande request. Voilà. Et dans le home action, tu as plusieurs paramètres là, non? Tu en as deux. Oui, mais parce que à l'injection, quand je vais appeler la méthode, il va m'injecter request et le home responder. Ouais, non, mais c'est pas ça, mais le PSR. Ah, le soleil. Ouais. Oh là, ça y est. Allez, ça c'est fait. Hop là! Ça y est. Il fallait qu'il la fasse. Ah ouais, j'étais obligé. Ah, mais je suis fier de moi. J'aurais pas dû le traumatiser avec les PSR. Donc, interface. Alors, en plus, tu as vu, voilà, je vais faire une interface, comme ça, ce sera fait. Voilà. S'il te plaît. Voilà. Ça, je lui mets une interface, il sera content. Donc, home responder. Donc là, home action. Donc, il était bon. Public function. Donc, lui, invoke. Donc, lui, je lui demande request. Et je lui demandais home responder interface de responder. Et je return response. Voilà. Donc, tac, tac, tac et tac. Alors, sans les points, ce serait mieux. Là, je documente. Ça, il est tout bon. Home action, ici, je vais utiliser l'héritage de documentation. Donc, inherit doc, ça va plus vite. Et donc, normalement, je devrais avoir ici, alors je ne sais pas s'il sera automatiquement installé, at root, je ne sais pas si, ouais, routing annotation. Donc, le pass, ça sera slash. Hop, ici, le name, ça sera home, par exemple. Et je vais vérifier juste dans le package, donc routes, normalement, il est chargé. Alors, c'est peut-être parce qu'il n'a pas les annotations. Ouais, c'est celui-là. Il n'a pas les annotations parce que le routing, il n'est pas chargé. Donc, ici, on est dans le cas, donc, typiquement, où on a besoin d'installer quelque chose. Donc, on va pouvoir faire un make require. Donc, on va se servir de la commande make require package et on va lui passer annotations. Je crois qu'il est chargé automatiquement. Donc là, il exécute bien notre container PHP FPM, il va faire un Docker require, et ici, c'est bien le composer qui s'installe du coup avec le framework Extra Bundle. Donc là, qui est en version 5.2, puisqu'il a quand même pas mal évolué depuis quelques temps. Et normalement, une fois qu'il sera configuré, je devrais l'avoir correctement. Alors du coup, je refais une passe sur les PSR parce que sinon, je vais me faire fouetter. Home action, il était bon. Home responder. Je suis désolé, c'est de ta faute. Hein. Bah oui. Ouais, j'aurais pas dû. Voilà. J'aurais pas dû. Aïe. Bon, après, on passera un coup de PHP CS Fixer s'il y a besoin. Tu as engendré des monstres. Ouais, mais c'est bien ça qui m'inquiète. Et on est devenu comme toi. Hein. Pire même, pire. Voilà. On est Aurélien Morvan numéro 2. Voilà. Empire. Slash action. UI, donc anti-slash action, parce que sinon il va pas me le charger. Donc src action. Et donc là, donc il m'avait bien installé. Et si je fais make update, normalement, je ne devrais pas avoir de soucis. Donc là, il m'a bien installé. En plus, il m'a installé Docking parce qu'il en avait besoin.
Et donc là, il avait des petites erreurs. Donc le file src controller does not exist dans root. Alors c'est peut-être dans root du coup qu'il n'existe pas. Root annotation, ouais, c'est celui-là. Donc c'est src ui/action. Voilà. Et donc là, ça serait pas controller, ça serait plutôt actions. Ça serait plus parlant. Donc vous pouvez vérifier vos commandes, ça peut vous permettre d'aller plus vite, parce que là, je ne sais pas si j'ai l'autoload proprement. Cache cuir, ouais. Donc là, il est bon. Donc, on va pouvoir refaire encore un petit peu les gros feignants, et on va faire une commande du coup pour vérifier nos routes, parce qu'on est des gros feignants. Donc on va aller chercher dans config/route. Donc on va aller chercher dans route directement, une tabulation, 4 espaces. Alors là, du coup, je me suis perdu. 1, 2, 3, 4. Env. Donc env PHP. Et ici, on lui dit je lance bin console debug. Donc debug routeur d2.r, ça peut fonctionner aussi. Et ici, je peux faire make routeur. Donc il va me débugger. Et là, j'ai bien ma route home qui me renvoie bien mon slash. Donc si dans mon navigateur, je refresh, voilà. Et là, j'ai bien mon contrôleur, enfin, mon action qui a été lancée. Et là, vous êtes en place du coup pour travailler avec Docker. Donc, je vais fermer quelques dossiers. Là, vous avez le Sentio Framework Extra. Alors maintenant, il y a un fichier, c'est super. Vous n'avez pas celui-là. Le Docker, il est lancé. Le public, on a un peu besoin. Donc là, vous avez vos premiers fichiers qui sont installés, votre configuration Docker qui est lancée, et vous avez vos containers aussi qui sont en place. Donc si je fais clear, si je fais docker ps, donc on voit bien du coup nos containers à nous qui sont lancés. Alors il y en a quelques-uns qui ne sont pas lancés correctement parce que par défaut les ports ne sont pas forcément disponibles, donc notamment Node.js et tout, ils ne sont pas forcément dispo. Mais PHP-FPM, on voit bien qu'il est lancé. Postgre c'est pareil, MySQL il est lancé. Blackfire non, puisque le port par défaut n'est pas disponible, là il est déjà pris ici. Et Nginx et Redis, ils sont déjà en place. Donc tout ça là-dessus, ça fonctionne. On peut déjà lancer nos premières pages. Il n'y a pas de souci, on relance bien. Et donc là, on va le faire correctement. On va faire un make require package de Twig. Comme ça, il sera requis automatiquement. Donc, il va aller télécharger la librairie. Il va nous l'installer proprement. Donc là, ça va plus vite du coup parce que maintenant, il charge par le cache. Donc, il a le bridge directement. On a un petit dossier templates qui s'est ouvert. On a un base qui s'est lancé. Et donc là, on va pouvoir lui dire un petit fichier en plus, index.html.twig. Hop, on va lui faire un extends. Alors, c'est un peu petit, hein, je vais zoomer. Hop, block body. And block. Voilà, comme ça sera bien propre. Hop, et hop, from Docker. Alors, vous pourrez gérer aussi la taille du champ, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, dans le respondeur, lui, on va lui signer du coup le constructeur, puisqu'on va injecter du coup Twig maintenant. Environment. Donc, on va le charger dans Twig. S'il veut bien ne pas me péter d'erreur. Hop là, comme ça. Ici, et donc dans le home responder, on va avoir un attribut private Twig, qui sera un environnement. Et ici, on n'a pas besoin de le régénérer. Non, c'était pas celui-là. On lui génère constructor, Twig, et là, il est chargé. Donc là, on fait un inherit doc, et au lieu de faire une return new response toute moche comme ça, on va faire un this twig render, et on lui passe index.html.twig. Les exceptions, on s'en fiche, on n'en a pas besoin pour le moment, et donc normalement, j'ai un hello from Docker, donc il devrait se lancer. Je regarde s'il est installé, ouais, c'était tout bon. Donc je refresh, normalement j'ai le même affichage, ça pose pas de souci, et si je regarde, c'est bien mon body qui a été généré par ma vue Twig, directement. Voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure pour PHP, on voit bien que du coup PHP, il ne sait pas quelle version a été envoyée, parce qu'on n'a pas le header expose, du coup, qui a été renvoyé. Donc on a maintenant notre environnement Docker qui est en place. Est-ce qu'il y a des questions? Non, à part les PSR. Normalement, ça devrait pas, voilà. Ça là-dessus, normalement, ça devrait surprendre personne, sauf peut-être ceux qui n'ont pas encore touché à Docker. Mais là, j'espère qu'au moins, via cette session, ça vous a permis d'avoir un petit peu plus une idée de ce que c'est, et surtout de vous y intéresser, parce que c'est quand même vachement pratique. On va faire sauter les commentaires, parce qu'on n'en a pas besoin. Tac, tac, tac. Alors, jusqu'ici, s'il te plaît. Hop. Et donc là, hop, hop, hop. Voilà. On va tout supprimer, comme ça c'est fait.
Ouais, et ça, je le savais qu'il allait me péter une erreur. Hop. Hop. Et hop. Ça, on n'a pas besoin. Les paramètres, on les dégage. On n'a pas besoin non plus. Et le fichier de configuration, on le connaît de toute façon. Voilà. C'est déjà un peu plus lisible. Donc, on a bien nos packages qui ont été installés, notre environnement de dev qui est chargé, le truc qui est en place, Twig qui est configuré, le framework qui est en place aussi. Donc, ça, c'est tout bon. Et donc là, on pourra se lancer du coup dans la prochaine session sur normalement la première fonctionnalité. Donc le base, l'index, ça c'était bon. Et donc là, on est tout bon. Donc là, on va pouvoir faire notre commit, du coup, maintenant, qu'on est tout propre. Donc on va faire un git add point. Alors je fais un git add point parce que j'ai la flemme. On fait un git statut, donc on voit bien tous nos fichiers qui ont été ajoutés. Ça, il n'y a pas de surprise. On va faire un git commit. Donc là, on va l'appeler fit. On va l'appeler docker. On va peut-être plutôt l'appeler docker. On va créer une clé docker. On va mettre configuration et on va faire main configuration. Voilà. Configuration of Docker has been created and tested. The first action is ready for first issue. Là. Et on va pouvoir du coup faire un push, donc git push, je crois que c'est origin. Git push origin, je crois que c'est celui-là. Je l'ai appelé comme ça, directement. Donc là, il a bien poussé sur GitLab. Et donc, logiquement, ici, quelque part par là, je dois avoir GitLab practice. Et donc là, normalement, je dois avoir ma config qui remonte. Et voilà. Donc là, après, vous pourrez la regarder si vous avez besoin. Il y a notamment les Dockerfiles qui remontent, ainsi de suite. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça ne devrait pas vous surprendre. Voilà. OK. Alors, Xavier, oui, ben, on fait toujours git add point normalement. Alors ça dépend de ce que tu fais, parce que si tu travailles que sur certains fichiers pour tes commits, tu fais git add et le dossier dans lequel tu travailles, mais comme là on a tout modifié et qu'on avait besoin de tout ajouter, git add point, ça fonctionne très bien. Et effectivement, Docker est très demandé en entreprise. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas propre de faire ça. Le git add point. Pas dit que ça l'était. Ouais, voilà. Notamment si tu veux travailler sur les commits de Angular correctement, de faire un git add point, c'est le bordel. C'est pas terrible. Voilà. Bon. Donc ça, c'était tout bon. Donc là, on a notre issue du coup qui est en place. Donc on va juste récupérer le numéro du commit. Donc c'est sur commit master. Donc là, on a notre commit du coup qui a été ajouté. Donc je vais juste récupérer le numéro du commit. Je vais aller le mettre dans l'issue. Celle-là, elle était toute bonne. Et donc là, on va lui dire closed via, on lui copie. Et là, on peut faire /close directement. Et on va mettre un spend. On y a passé combien? On a attaqué, c'était 10 heures, donc on y a passé 1 heure 30 minutes directement. Donc on comment, on close, et lui, il va enclencher tout le travail derrière. Voilà. Donc là, au lieu d'y passer une semaine, on y a passé 1 heure et 40 minutes, puisqu'on avait déjà passé 10 minutes. L'issue a été clôturée. Merci Siri de t'activer quand il ne faut pas. Super. Et donc là, dans les boards, hop, normalement, quand il aura chargé, voilà. Donc on voit bien que l'issue a été clôturée et il n'y en a plus en cours. Donc si on reprend practice, donc on a dit dans la première session, donc en mise en place de l'environnement local et Docker, et la première issue, donc le test est suivi de performance. Donc là, c'est ce qu'on fera du coup la prochaine fois. Donc la prochaine issue, on sera sûrement sur la home page directement, on pourra le mettre en place, où on travaillera directement la création d'un compte, peut-être pour pouvoir se mettre en place directement. OK. Est-ce que sur ce qu'on vient de voir, il y a des questions, des points que vous voulez qu'on revoie? J'en profite. C'est l'occasion. Vraiment, pour ceux qui ont fait du Docker, généralement, ça ne devrait pas vous surprendre, par peut-être la conf PHP. Pour les autres, pas de points particuliers? Non? Bon, nickel. Donc, comme d'habitude, vous avez le repository sur GitLab, il est en public, donc vous pouvez le regarder, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le télécharger. Alors, j'ai pas mis de README. Eh ben, on va faire le README, comme ça, ce sera fait, comme ça, vous pourrez vous en servir. Donc, le README.md. Donc là, merci PHP Storm, j'ai la mise en page. Symfony Practice. Alors là, je ne vais pas m'embêter, je vais juste mettre
in order to use this project locally, please be sure to make install and là, et on va lui dire donc du coup, tac. Et ça sera du bash directement. Et on va lui dire make start. Comme ça, il se lancera. Installation. Alors là, on va le mettre en celui-là en 1. Ça sera plus propre. The project should be installed using make. Hop, ici. Env. Alors ici, on va pouvoir lui passer peut-être bien proprement le .env file. Hop. Tac, ici. Donc on va lui faire cp.env.dist en .env. Voilà. Env ici. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Donc le make start, voilà, comme ça on sait qu'on n'a plus qu'à lancer make start, et comme ça on est tout bon. Donc on va pouvoir faire git add slash readme, s'il me trouve. Read, oh, pourquoi il ne me trouve pas? Read, ah, il n'y a pas le slash. Ouais, bah git add, hein. Voilà. Non mais même sans le git add, mais si tu fais git statut, tu l'auras. Il n'a pas voulu. Bon, bah, ça fera avec, hein. Donc, fit, donc on va lui. Alors, c'est pas une fonctionnalité, ce sera plutôt repos. Readme. Readme. The read has been created. Là, et git push origine. Voilà, comme ça vous avez le readme et vous pouvez vous en servir directement. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, normalement si vous avez suivi la vidéo, ça ne devrait pas vous surprendre. Hop, et voilà. Donc comme ça, le petit readme, et ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Comme ça, c'est en place. Alors le make start, on aurait pu l'optimiser ici. Par exemple, on aurait pu dire, on aurait pu faire quelque chose comme ça. 2, 3, 4, on aurait pu dire .env php cp.env.dist en .env. Comme ça, automatiquement, dès qu'on lance le container par make start, il prend le .env.dist et il copie à la place du .env. Voilà, ça c'est si vous voulez aller plus loin, ça peut se mettre en place. C'est juste une petite ligne de configuration. Donc là, on a notre projet qui est lancé, il est en place, on a l'affichage d'une page. Donc je vous rappelle, hein, sur localhost 85, voilà, ça ne va pas vous surprendre. Et ça, là-dessus, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de point particulier? Ok. Eh bien, écoutez, c'est tout bon de mon côté. Je vais noter du coup la présence de Xavier, comme ça c'est tout bon. Et de mon côté, ben, c'est tout bon, on a fait le tour. Donc prochaine session dans 15 jours, donc au mois d'août. Donc on fera la première issue, donc à voir ce qu'on fait en priorité. Je pense qu'on verra peut-être la création d'un utilisateur, comme ça vous pourrez vous y mettre correctement avec les formulaires et ainsi de suite. Puisqu'on a déjà la homepage, donc la homepage on verra pour la mise en page. Donc on fera sûrement l'installation donc, du composant forme, du composant sécurité parce qu'on en aura besoin, on verra sûrement les DTO, ainsi de suite, pour traiter nos formulaires, les tests, puisqu'on aura nos suivis de tests de performance, ainsi de suite, hein, puisque c'était noté ici, notamment avec Blackfire, qui sera configuré automatiquement, vous pourrez vous en servir. Ok? Bon, impeccable. On va partir comme ça. Donc là-dessus, c'est tout bon. Le repository est à jour. Si vous voulez vous en servir, allez-y. Il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésitez pas du coup à regarder la config du Makefile, notamment pour ceux qui ne s'en servent pas déjà. Hein. Essayez de le mettre en place sur vos projets locaux. Ça peut toujours servir. N'hésitez pas à regarder non plus la configuration PHP que j'ai mis ici. Donc à vous documenter notamment sur les clés de configuration. Hein. Ça peut être important du coup de les comprendre. Ça vous permettra de mieux travailler sous PHP. Et puis du coup, pour moi, ce sera tout bon pour aujourd'hui. Ok? Bon, impeccable. Donc je vais couper l'enregistrement. Hop.